Bonjour. Alors voilà, je fais cette vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu, depuis la dernière fois qu'on s'est échangé des mails. J'ai pas mal avancé en fait, donc voilà, je vais faire un petit récap des idées que j'ai eues et de ce que j'ai réussi à faire et de ce que je vais continuer d'essayer de faire, voilà. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je suis preneur de tout avis, aussi bien technique qu'économique. Donc, la dernière fois que j'ai eu une longue discussion, c'était avec Jésabel, et c'était concernant donc ce fameux papier sur la synchronisation des cycles en zone euro, et elle m'avait dit, pour faire court, que le papier était très touffu et qu'il serait beaucoup mieux de le diviser en deux, et donc de faire premièrement un papier très économétrique où on montre pourquoi la méthode que l'on utilise est bonne, et un deuxième papier où on se concentre vraiment que sur la synchronisation des cycles sans du coup justifier pendant 15 pages pourquoi on utilisait la méthode que l'on utilise, donc la Singular Spectrum Analysis. Voilà quelle était l'idée. Et ce premier papier, le projet c'était de montrer empiriquement pourquoi la Singular Spectrum Analysis est bien. En fait, dans la littérature, il y a pas mal de papiers qui essaient d'expliquer pourquoi les méthodes que l'on utilise sont pas les bonnes, qui essaient d'en proposer d'autres, donc en particulier le filtre Audric-Prescott, que la Banque des règlements internationaux utilise. Euh, il y a plein de papiers qui essaient de démontrer que ce cycle, enfin, que les cycles qui apparaissent sont mauvais, qu'il y a des parties de tendance qui vont dans le cycle alors que ça ne devrait pas, que les cycles sont déformés et amplifient certaines fréquences et en diminuent trop d'autres. Il y a plein de choses comme ça, mais ce sont des remarques et des travaux théoriques. Et en fait, la réponse des praticiens de la Banque des règlements internationaux à tout ça, c'est euh, ceci. En fait, ce qu'ils font, c'est que ils disent qu'importe que théoriquement vous nous disiez qu'il y a des problèmes avec notre filtre, puisque de toute façon, en vrai, il marche mieux. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se servent de ce filtre-là, donc du filtre Audrey-Prescott et d'autres, et ils les comparent pour voir lesquels permettent le mieux de prédire les crises, et en particulier donc les crises bancaires. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils calculent leurs trucs, ils calculent les concurrents, et puis après ils font ce qui s'appelle des ARA under the curve. Ils montrent que le leur marche mieux. Et c'est le cas. Et donc en fait, il n'y a pas vraiment de papier empirique qui battent la méthode utilisée par la BRI, donc ce filtre de Prescott euh, unilatéral, mais je vais y revenir. En fait, les papiers qui essayent de challenger ce filtre de Prescott, les travaux de la BRI, eh ben, ils le challengent bien sûr sur la méthode économétrique que l'on utilise, mais aussi sur d'autres choses. Typiquement sur les datas. Euh, Par exemple, ça c'est un papier qui est très récent, qui a été fait à la BCE, donc avec on va dire le maître des cycles financiers là-bas, donc Yves Schuller. Ils utilisent une nouvelle méthode très compliquée, très complexe pour faire des cycles financiers. Voilà, où en gros ils utilisent des spectrographes de différentes séries et puis ensuite ils prennent les taux de croissance filtrés de ces différentes séries qu'ils les agglomèrent en fonction en fonction de poids qu'ils calculent. Donc c'est assez difficile et donc eux ce qu'ils trouvent par exemple ils vont vous dire ah bah voilà on trouve que notre méthode marche mieux que le filtre de Prescott, mais en fait, c'est très compliqué de savoir si c'est vraiment grâce à leur méthode ou si c'est grâce à autre chose, typiquement l'utilisation des données. Par exemple, voilà, là, c'est cette colonne-là qu'il faut regarder. Le filtre de Prescott de la BRI, c'est 0,71, le mieux étant de tendre vers 1. Le leur, c'est 0,77, sauf que, en fait, ils utilisent les données de crédit sur PIB et les données des prix de l'immobilier, alors que la BRI utilise que crédit sur PIB. Et ils utilisent que crédit sur PIB parce qu'ils veulent avoir quelque chose de simple à faire. Évidemment que si on utilise plein de choses, on peut forcément réussir à trouver mieux, mais le but c'est de faire une mesure assez simple. Donc, le challenge que l'on a, c'est de réussir à faire mieux que la BRI en étant assez simple et surtout en utilisant les mêmes données qu'eux. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé
en fait, de créer une nouvelle méthode SSA pour avoir des cycles en temps réel et pour pouvoir la comparer et faire mieux que le filtre Drake-Prescott, donc juste avec la méthode. Donc voilà quel était mon challenge, parce que comme ça, au final, on aura un premier papier qui expliquera pourquoi théoriquement et pourquoi empiriquement la Singular Spectrum Analysis est mieux que le filtre Drake-Prescott. Et du coup, ça nous permet en plus d'utiliser cette nouvelle méthode dans le papier de synchronisation des cycles en zone euro. Même si, en principe, on ne devrait pas trouver des résultats fondamentalement différents, mais je ne l'ai pas fait encore, mais voilà l'idée. Donc, je ne vais pas représenter la SSA en entier, parce que ce serait vraiment trop long, et parce que c'est pas très intéressant, mais l'idée c'est que la SSA, donc c'est en somme, on prend une série temporelle, en une dimension donc, et puis en fait on va la diviser en plein de petites séries qu'on va remélanger pour les rendre orthogonales entre elles, et ensuite ces minuscules séries, on va en sélectionner certaines par rapport par exemple à leur fréquence, qui vont être considérées soit comme partie de la tendance, soit comme partie du cycle, soit comme partie du bruit. Voilà, l'idée fondamentale est là. Donc la première étape, c'est ce qui s'appelle l'embedding, donc l'enchevêtrement en gros. Donc c'est justement transformer cette série en une dimension, en une espèce de tableau, si vous voulez. La deuxième partie, c'est la singular value decomposition. Donc en fait, c'est rendre les multiples séries orthogonales entre elles en trouvant les vecteurs propres et les valeurs propres associées, pour créer ce qu'ils appellent des triples propres. Et ensuite, il y a le grouping, qui consiste justement à choisir quelle petite série va dans la tendance, quelle petite série va dans le cycle, et quelle petite série va dans le bruit, si jamais on met un bruit. Et enfin, la dernière partie, c'est le diagonal averaging, et ça consiste en fait à retrouver des séries longues en utilisant les petites séries élémentaires qu'on avait. Et donc à la fin, on se retrouve bien avec une tendance, un cycle et un bruit. Voilà l'idée en gros. Et en fait, on peut lier ça, on peut prouver que en fait la Singular Spectrum Analysis c'est un petit peu quand même une moyenne mobile. Voilà, c'est un petit peu comme une moyenne mobile sur une série. Évidemment, le problème de la Singular Spectrum Analysis, c'est que elle est bilatérale. C'est-à-dire que pour calculer la valeur du cycle en un point, du temps, la Singular Spectrum Analysis va utiliser les données d'avant et les données d'après. Ça, c'est évidemment un vrai problème dans notre cas, puisque précisément, on ne peut utiliser que les valeurs passées. Et c'est le principe du temps réel, quoi. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est voir s'il existait des versions de la SSA en temps réel. Alors, après avoir lu des dizaines et dizaines de papiers, on peut plus ou moins dire que ça n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si je saurais le retrouver là tout de suite, tac, mais en gros, voilà, c'est des choses qui ressemblent à ça. Les seules choses qui ressemblent plus ou moins à de l'SSA en temps réel, ce sont des praticiens ou des mathématiciens appliqués qui l'utilisent pour des domaines extrêmement différents de l'économie. Par exemple, voilà, je crois que c'est celui-là. Par exemple, ici, ils utilisent une espèce de SSA en temps réel dans le but de créer des algorithmes dans des robots qui permettent de réduire le tremblement des mains des chirurgiens pendant les opérations qu'ils font. Voilà. Et donc en fait, ils utilisent ce qui s'appelle le Recursive Singular Spectrum Analysis, qui est une espèce de SSA en temps réel. Mais c'est quand même assez différent de ce qu'on veut faire, parce que eux, en fait, tout leur problème, c'est qu'ils ont un temps de calcul, enfin ils veulent un temps de calcul très faible, parce que justement les tremblements des mains, ça se fait à la milliseconde. Et donc du coup, ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes, et du coup ils utilisent des solutions extrêmement différentes de ce dont on a besoin pour le faire. Donc, en gros, ça n'existe pas, ou alors à un stade très éloigné de ce qu'on veut. Alors d'habitude, comment on fait pour transformer quelque chose de two-sided, donc qui utilise les données avant-après, en un truc one-sided, donc qui utilise que les données d'avant?
Donc comment on passe du full échantillon au temps réel. D'habitude, ce que l'on fait, et c'est exactement ce qu'ont fait les économistes de la BIS pour leur filtre Drake-Prescott, qui à la base est bilatéral et two-sided, et ben en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent que chaque point du temps, chaque valeur du cycle à un temps donné, eh bien c'est la dernière, c'est le dernier point du cycle d'un Hodrick-Prescott fait sur toutes les valeurs passées. En gros, typiquement, pour calculer le point en 1995, ce qu'ils font, c'est qu'ils run un Hodrick-Prescott sur des données depuis le début jusqu'à 1995 et ils prennent la dernière valeur. Et donc, en fait, à chaque fois, ils augmentent d'un la taille de l'échantillon et du coup, à chaque fois, ils calculent une nouvelle valeur du point, du cycle, en gardant les précédentes stockées. Et donc au final, on obtient quelque chose comme ça. Donc, voilà, en rouge, c'est le filtre Hodrick-Prescott pour les États-Unis. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de faire exactement pareil avec la SSA. C'est-à-dire que je calcule plein d'SSA sur un échantillon en expansion. Voilà l'idée. Maintenant, donc là, je fais tous les points techniques. Parce que c'est un papier quand même qui est assez technique, et puis après j'arrive au résultat. C'est très compliqué. En fait, au début, je me rendais sans doute pas compte. Je vérifie que l'enregistrement tourne bien. Il tourne bien. Je me rendais sans doute pas compte, mais c'est extrêmement compliqué d'adapter la SSA en temps réel, et c'est pour ça que c'est, à mon avis, très rarement fait. C'est très compliqué parce que, en fait, dans les SSA, il y a deux grandes choses à faire. Donc la première chose, c'est donc de grouper, donc de trier les différents composants entre tendance, cycle et bruit. Donc c'est ce que j'avais expliqué au début. Et la deuxième chose, c'est de choisir ce qu'on appelle une taille de fenêtre, L, qui a un impact sur la matrice de trajectoire de la première étape de la Singular Spectrum Analysis, et qui en gros peut s'interpréter comme en gros, est-ce qu'on utilise pour estimer la valeur d'un point du cycle, est-ce qu'on utilise des données vraiment très en arrière et très en avant, ou alors juste des données qui sont tout autour. En gros, voilà, c'est ça, si vous voulez. C'est une espèce de pondération des données qu'on utilise avant et après. Pourquoi c'est très difficile d'adopter la SSA en temps réel? C'est très difficile parce que vous allez avoir deux problèmes. Déjà, il n'est pas du tout clair que votre échantillon augmentant de taille petit à petit, les différents composants restent dans les mêmes blocs. Typiquement, il est tout à fait possible que des composants, par exemple, je sais pas, le composant 28, passent régulièrement du cycle au bruit. Parce que les critères que vous utilisez pour déterminer si quelque chose va dans le bruit ou quelque chose va dans le cycle sont pas... si vous voulez, ça va être des seuils, par exemple. C'est pas quelque chose qui permet de trier vraiment. Ça va être, par exemple, des seuils. Et donc, du coup, c'est possible que quelque chose passe un seuil, à un moment qu'un composant passe un seuil. Donc, c'est déjà un problème quand quelque chose passe du cycle au bruit ou du bruit au cycle, mais c'est encore plus un problème quand quelque chose passe du cycle à la tendance ou la tendance au cycle. Et donc, parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que, donc là, je ne l'ai pas, là, c'est juste les cycles, mais ce que vous allez avoir, si vous graphez vos tendances de SSA, vous allez avoir des cassures partout. Et donc, ça veut rien dire, ce sont des cassures qui n'ont aucun sens économique. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de la taille de la fenêtre? Parce que, en principe, il n'y a pas de consensus sur la bonne taille de fenêtre. Mais en général, les mathématiciens préconisent des valeurs fonction de la taille de l'échantillon. Typiquement, ils vont dire, ah bah voilà, c'est la taille de l'échantillon sur 2, ou la taille de l'échantillon sur 3. Il y a plein de solutions, mais c'est ce qui est principalement avancé. Or là, évidemment, la taille de l'échantillon, elle bouge au cours du temps. Et donc la taille de la fenêtre bouge aussi. Et donc du coup, ça aussi, ça fait sauter des composants, et ça fait tout bouger, ça met le bazar, quoi. Et donc, en bref, on va avoir des cycles avec des cassures partout, et ces cassures n'ont aucun sens économique. Voilà. Donc voilà la difficulté de faire le SSA en temps réel. Donc, après avoir pas mal réfléchi, j'ai trouvé plusieurs solutions convenables, mais en fait, la meilleure était de passer
par les taux de croissance. Alors, il y a un article de Hardin et Pagan que je vais vous envoyer parce qu'il est très court. Et en fait, cet article a pour but on va dire, de résumer les grandes questions autour de la notion de cycle en économie. Et on peut donc filtrer une série en taux de croissance ou filtrer une série en niveau, ou en transformation de niveau, comme en log par exemple. Et ça s'interprète pas pareil, et ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. Ça n'a pas du tout les mêmes conséquences. Et en fait, le choix que l'on va faire concernant est-ce qu'on filtre le cycle en niveau ou en croissance va dépendre de plein de choses, et en particulier il va dépendre de ce qu'on appelle le DGP, donc le Data Generating Process. Donc en gros, comment se comporte la série? Est-ce qu'elle se comporte comme une marche aléatoire? Est-ce qu'elle se comporte comme un bruit blanc? Est-ce qu'elle se comporte comme ce qui s'appelle un local level model, qui est, on va dire, une espèce de marche aléatoire? Enfin voilà, il y a plein de choses. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus, pour les cycles financiers, les économistes filtrent en taux de croissance. Et je pense qu'ils le font parce que, déjà parce que on sait théoriquement que c'est important le taux de croissance. Quand il y a un taux de croissance élevé, ça veut dire qu'il y a emballement. C'est plus ça ce qui compte, c'est plus ce niveau de taux de croissance et cette divergence par rapport au taux de croissance habituel, plutôt que la divergence du niveau courant de la variable, à savoir le crédit sur PIB, par rapport à un niveau habituel, même si justement niveau habituel n'a pas beaucoup de sens. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que ça simplifie, enfin, on évite plein de problèmes sur la non-stationnarité des séries. Parce que les taux de croissance, en tout cas du crédit sur PIB, sont stationnaires. Et donc ça évite pas mal de problèmes théoriques de cycles déformés ou de cycles fallacieux. D'ailleurs, du coup, parce que j'ai fait un petit peu des tests dans tous les sens, il me semble que vraiment, et ça appuie un petit peu les arguments théoriques qui avaient été admis par plusieurs économistes déjà, il me semble vraiment que les filtres de Prescott donnent des cycles vraiment fallacieux, des cycles. Donc c'est-à-dire que typiquement, ils disent ah voilà, là le cycle est élevé, la valeur du cycle est élevée, donc on est vraiment au-dessus de la tendance, alors que précisément ça ne fait aucun sens parce que justement cette partie du cycle devrait être inclue dans la tendance, elle ne l'est pas. Voilà. Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai utilisé les taux de croissance du crédit sur PIB. Donc voilà, c'est là, c'est le code, j'ai tout raccourci en faisant plein de fonctions. Et quelle était mon idée? Mon idée, c'était de dire, première chose, parce que pour éviter ces problèmes de composants qui sautent et qui vont dans tous les sens, je dis, bon, à la limite, on s'en fiche du bruit, on met tendance et cycle, on divise qu'en deux. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le filtre de Prescott. C'est ce que font la plupart des filtres en fait. Le filtre de Backstorking ou le filtre de Cristiano Fitzgerald fait pas ça, il divise en 3. Mais bon, nous, on va diviser qu'en 2. Déjà, ça nous évite un problème. Et puis en fait, parfois, des petits bruits pourraient être utiles. Deuxième chose, c'est que j'ai choisi une taille de fenêtre de 8. Et cette taille de fenêtre de 8, elle a deux intérêts. Une taille de fenêtre de 8, en fait, c'est une taille de fenêtre qui nous assure, en gros, donc c'est en gros, je vais expliquer pourquoi en gros après, il n'y a que le premier composant qui se comporte comme un cycle, et que tout le reste se comporte comme du bruit. L'idée, c'est que, évidemment, quand on est en taux de croissance, la question de la tendance est beaucoup moins claire. Parce que du coup, on est en taux de croissance, donc il n'y a pas vraiment. C'est beaucoup plus dur de trouver des tendances dans les taux de croissance. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends une fenêtre de 8, et l'idée, c'est que, comme ça, la première composante, donc c'est par exemple là pour les États-Unis, c'est la composante verte, eh bien c'est le cycle, et le reste, en fait, c'est du bruit. Et donc je vérifie ça en regardant la fréquence des autres composants, et en général, la fréquence des autres composants est très faible. Elle est par exemple de 12, ce qui fait des fréquences de 3 ans.
Donc c'est des choses qui précisément ne nous intéressent pas vraiment, puisqu'on est on est justement sur des cycles dont on sait que la fréquence est plutôt autour de 10 ans, de 15 ans presque, ou parfois plus. Le deuxième intérêt, c'est que 8, c'est pas un chiffre complètement hasardeux. Parce que, justement, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, 8, enfin, la fenêtre, la taille de la fenêtre peut s'interpréter comme à quel point on utilise les données avant et après. Or, dans tous les papiers concernant les cycles financiers, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, eh bien, on va enlever les mouvements de série qui ont une fréquence inférieure à 2 ans. Donc inférieure à 8 trimestres. Et donc, en fait, en faisant ça, il faut que vous vous imaginiez que je prends ma série de crédits sur PIB, je ne considère à un point donné que les 4 données d'avant et les 4 données d'après, donc sur 8 périodes. Je prends la tendance sur ces 8 périodes, qui va du coup constituer le cycle, et tout le reste, eh bien, ce sont des variations qui sont dans les 2 ans, et donc qui sont du bruit. Voilà, j'espère que je suis assez clair. J'ai conscience que c'est pas facile, et puis j'ai conscience que j'ai aussi du mal à expliquer parce que c'est assez nouveau pour moi aussi. Donc voilà, mais voilà l'idée. Voilà, donc maintenant, maintenant, bah, je fais ma Singular Spectrum Analysis en expansion et je trouve un cycle. Et alors je norme le cycle par rapport au maximum de la valeur absolue des taux de croissance. L'idée, c'est de dire que une valeur de cycle n'a pas le même impact dans un pays où il y a des variations très fortes et dans des pays où il y a très peu de variations. Voilà l'idée. Et en fait, c'est très souvent fait des normalisations. Alors, c'est pas forcément par le maximum des valeurs absolues, mais c'est souvent fait. Et ça améliore grandement les performances de faire ça. Donc, le sens économique, c'est que justement, c'est pas la même chose d'avoir un écart de temps en Allemagne qu'un écart de temps en Grèce, parce que les variations courantes sont très différentes. Voilà. Et alors, à quoi je compare ça, du coup? Je compare ça à deux choses. Déjà, à ce qui est utilisé par la BIAS. Donc, évidemment, donc ce qui est utilisé par la BIAS, c'est ça. Donc, c'est juste un filtre de Prescott dont j'ai créé les fonctions parce qu'elles n'existaient pas sur R, qui utilise un lambda de 400 000. Lambda, c'est un paramètre qui, finalement, quantifie un arbitrage. L'idée d'un filtre de Prescott, c'est que d'un côté, si vous voulez, quand on calcule le principe d'un filtre de Prescott, c'est qu'on calcule une tendance avant tout, et qu'on voit le cycle comme un résidu entre la tendance et les données. Et pour calculer cette tendance, on utilise une fonction de perte, en gros, même s'il ne l'appelle pas comme ça, c'est une fonction de perte, où d'un côté, on a envie d'avoir une tendance qui est la plus proche des données possible, et en même temps, on a envie d'avoir une tendance smooth, donc qui ne bouge pas dans tous les sens, quoi. Eh bien, lambda va être le rapport des poids associés entre ces deux grands désirs, quoi. En gros, plus on a un lambda élevé, donc c'est lié à la fréquence attendue des cycles, plus on a un lambda élevé, plus on a envie d'avoir une tendance smooth, donc douce, et moins du coup on a envie d'être proche des données. Et l'idée, c'est que d'habitude, quand on fait des cycles économiques, des cycles réels, des business cycles, on prend une valeur de lambda assez faible, on prend une valeur de 1600, et là on prend une valeur beaucoup plus grande, donc on prend 400 000, parce que précisément on s'attend à ce que les cycles financiers durent beaucoup plus longtemps. Donc c'est pas grave si la tendance n'est pas collée aux données. En gros, voilà l'idée. Donc ils utilisent ça, et très important, le 400 000 ne sort pas de nulle part. Je veux dire, certes ils prennent une valeur plus grande, mais ils prennent pas cette valeur au hasard. Alors je l'ai pas ouvert, mais l'idée c'est que ils prennent plein de valeurs. C'est dans leur papier de 2010, donc c'est le papier de Dreyman et son équipe de la BIAS. Leur idée, c'est que on va tester plein de valeurs de lambda avec le même filtre de Prescott. On teste plein de valeurs et on voit laquelle marche le mieux. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout une justification théorique, c'est une justification empirique. Et ça, c'est un problème. En tout cas, moi, je pense que c'est un problème parce que donc c'est une valeur trouvée a posteriori.
de l'expérience. C'est très inductif en fait. Et il n'est pas clair du tout que dans 20 ans, avec d'autres pays en plus, ça soit la meilleure valeur. Et justement, c'est un truc qui est beaucoup reproché au filtre de Drake-Prescott. L'objectif, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, je vérifie si ça se tourne toujours, c'est ce que j'ai essayé de faire au maximum, c'était d'avoir des paramètres ou des justifications les plus déductivistes possibles. Après voilà, je me cache pas, j'ai fait des tests dans tous les sens pour voir ce qui marchait le mieux, etc. etc. Hein. Et c'est aussi pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Donc voilà. Donc je le compare à ça. Le filtre de Prescott est en niveau, d'ailleurs. Et je le compare aussi à ce qui s'appelle une Bartlett Window. Donc c'est la méthode utilisée justement par Schuller et al. Dans leur article de 2020. 2020, hein. Ouais, c'est ça. Qui est sorti dans un bon journal et justement qui a été beaucoup cité. Sauf que moi, j'isole leur méthode. En gros, je prends leur méthode exactement, je la reproduis, mais je n'utilise que le crédit sur PIB. Je n'utilise pas le reste. Donc comme ça, je suis sûr que s'il y a une différence, elle est due à la méthode, elle n'est pas due aux data. Parce que évidemment, c'est ce que je disais au début, finalement, ils ne nous montrent pas que leur méthode est meilleure. Même si, en fait, pour faire ce qu'ils font, ils sont obligés d'utiliser une autre méthode que le filtre de Prescott, ça ne marcherait pas, mais je pense que vous comprenez l'idée. Donc, je le compare au filtre de Prescott et à la Bartlett Window. Donc, en fait, c'est une, si vous voulez, c'est une moyenne pondérée des taux de croissance passés. Genre, c'est le taux de croissance, par exemple, pour calculer le point du cycle en I, c'est le taux de croissance en I, plus 5 sixièmes du taux de croissance en I-1, plus 4 sixièmes du taux de croissance en I-2, etc., etc. Et puis après, il le norme par rapport à la médiane. C'est assez compliqué, enfin c'est assez technique, mais je vais pas le développer, mais voilà, l'idée est là. C'est le point essentiel, c'est une moyenne, c'est une moyenne pondérée des taux de croissance passés. Voilà. Donc, par exemple ici, nous avons le cycle des États-Unis. Donc en rouge, vous avez le filtre de Prescott, en vert, le cycle SSA, et en orange, le cycle Bartlett Window. Bon. La première chose, donc c'est pas les mêmes échelles, hein, puisqu'il y en a deux qui sont en niveau, un qui est en niveau et deux qui sont en croissance. À gauche, c'est l'échelle pour le Drake Prescott en rouge, et à droite, donc entre -1 et 1, j'ai fait exprès de les normer comme ça, c'est pour SSA et Bartlett Window. Mais bon, vous voyez quand même que pour les États-Unis, on a des cycles qui sont assez proches, en particulier pour fin 80, début des années 90 et pour fin des années 2000, on a pour les trois méthodes un cycle très haussier, très élevé, et du coup c'est bien parce que ça va bien nous dire que ça va détecter la crise qu'il y a ici et qui est ici. Donc voilà, je ne vais pas tous les montrer, mais par exemple je vais vous montrer la France, voilà. La France qui est l'un des rares pays à être en cycle haussier, d'ailleurs. Donc voilà, là on a les trois. On voit quand même des différences. Hein. Par exemple, en particulier le Bartlett Window a l'air quand même beaucoup plus bumpy, beaucoup plus, beaucoup moins stable. Donc voilà, il y en a plein. J'ai pas pris du tout que des pays européens. J'ai agrandi l'échantillon. Donc je vous refais un petit peu un tour du propriétaire. Il y a l'Autriche qui a quasiment pas de cycle. Il y a la Belgique, la Finlande. La France, vous pouvez faire pause, hein, si jamais vous voulez avoir des détails. L'Allemagne, qui est en cycle haussier, et pas qu'un peu d'ailleurs. La Grèce, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, les États-Unis, et en plus j'ai rajouté l'Australie, le Canada, la Suisse, la Corée, le Japon, le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède et le Danemark. D'ailleurs, on remarque de manière assez intéressante que vraiment pour tous les pays scandinaves, il y a cet énorme pic là, fin des années 80, donc qui indique justement correctement le fait qu'il va y avoir une crise bancaire dans les pays scandinaves au début des années 90. Donc voilà, on a à chaque fois pour tous les pays ces trois cycles. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va calculer
deux choses. On va calculer on va calculer ce qui s'appelle la ROC curve, qui est en fait un indice de performance de à quel point les cycles sont capables de prédire les crises. Donc voilà, j'ai rassemblé tout un jeu de données sur les différentes crises, j'ai utilisé plusieurs datasets proposés par des économistes. Je pense que je pourrais peut-être l'affiner légèrement, peut-être rajouter un petit peu peut-être rajouter un ou deux pays. Et donc, quand on le fait, je vais expliquer exactement ce que c'est tout ça. Voilà ce qu'on obtient. Voilà ce qu'on obtient. Donc, pour expliquer, donc la première bisectrice là en noir, si vous voulez, ça correspond à la performance d'un indicateur qui répond au hasard s'il va y avoir une crise ou pas. Donc, et ça c'est les indices de performance des différentes méthodes. Donc en vert SSA, en rouge HP, donc Hodrick-Prescott, donc BAS, et en orange Bartlett. Donc BCE si vous voulez. L'idée c'est que je prends les dates des crises et je considère que il faut que mon indicateur repère les crises à partir de 3 ans avant le début de cette dernière. Voilà quelle est l'idée. Alors on peut varier, mais la plupart des papiers en littérature font ça en fait. Donc ils prennent, si vous voulez, s'il y a une crise en T, et ben ils prennent tous les T jusqu'en T-12 et ils disent en fait c'est comme s'il y avait une crise. Parce qu'en gros l'idée c'est que qu'il y ait un déclenchement de seuil et que en gros ça bip rouge et que l'économiste qui regarde ils se disent ah oui d'accord il y a danger quoi. On peut varier, on peut prendre 2 ans, on peut prendre qu'1 an, ça sert de test de robustesse d'ailleurs. Mais donc on va dire le truc principal, le graphe principal c'est celui-ci. Voilà. Donc un indicateur au hasard c'est un indicateur qui suivrait la bisectrice noire. Un indicateur parfait, c'est un indicateur qui ferait comme ça, qui monterait directement jusqu'à 1 et qui ensuite irait ici. Et donc, l'indice de performance, c'est l'aire sous la courbe. Donc c'est toute l'aire qu'il y a ici. Et donc elle varie entre 0 et 1, on peut la mettre en pourcentage. Et donc voilà ce qu'on obtient. Pour le filtre Hodrick-Prescott, on obtient 72,73%. Pour le Bartlett, on obtient 71,05%. Et pour le SSA, on obtient 75,36%. Et c'est pas mal du tout, parce que ce sont des écarts assez significatifs en fait. Il faut bien comprendre que, par exemple, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent ah bah voilà, la BAS obtient 0,71, nous on obtient 0,77, c'est beaucoup mieux. Et eux obtiennent 0,77, donc un écart de 0,06, en utilisant des données supplémentaires. Nous, on obtient des données, on obtient en gros 0,03 supplémentaires, ce qui est pas mal du tout. Donc ça, c'est le résultat, pour l'instant, assez intéressant que j'ai eu. On est capable de battre les filtres existants. Et là, je vous ai montré le graphique principal, mais il y a plusieurs tests de robustesse à faire. Comme je l'ai dit, déjà, on peut changer la période d'avant-crise. Et là, pour le coup, la SSA est vraiment, vraiment bonne. Elle leur met plusieurs points dans la tête. Et puis, il y a aussi deux autres possibilités de tests de robustesse. On peut prendre que la moitié des pays. Donc, on fait moitié par moitié pour vérifier. En gros, on coupe l'échantillon en deux. Et donc, elle est aussi la meilleure, ça c'est sûr. Ouais, je vérifie, j'ai une feuille à côté de moi avec tous les scores. Et puis aussi, on peut couper l'échantillon par date. C'est-à-dire que par exemple, on coupe l'échantillon en deux dans le sens de la longueur. Et donc, par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est je prends entre le début et 1995, puis entre 1995 et 2019. Enfin, parce que en fait, ça me permet de diviser le nombre de crises un peu en deux, pour pas qu'il y ait une partie de l'échantillon avec quasiment pas de crise et l'autre avec toutes les crises. Et pareil, hein, je regarde, mais oui, ça marche très bien. Le SSA bat globalement les autres filtres. Donc voilà quelle était l'idée. Et donc j'en suis plutôt content, mais il y a encore pas mal de trucs à faire. Je peux raffiner encore quelques trucs, je pense. Donc voilà, je regarderai. Notez qu'on n'obtient pas exactement le même score ici. Hein.
entre 72-73 pour nous, et eux quand ils obtiennent 0,71, tout simplement parce que j'ai plus de pays qu'eux. Et je me suis dit, bon, quitte à rajouter d'autres pays, autant le faire, hein. On n'aura pas un truc qui sera trop européano-centré comme ça, on a quelque chose de peut-être plus universel, quoi. Enfin, tant mieux pour le filtre de Prescott, parce que lui, ça lui fait augmenter son score. Voilà. Alors, la dernière grosse chose que je voulais vous montrer, c'est cette ligne-là. Cette ligne, donc, en fait, elle est à 0,66. Et en fait, elle est très importante pour les économistes, parce que dans la littérature concernant justement ces performances de prédiction de crise, il y a un seuil important, c'est quelle méthode est la plus performante pour prédire les 2/3 des crises. Je vérifie que l'enregistrement marche toujours, pour pas parler dans le vide, oui. Je sais pas trop pourquoi ce seuil et pas un autre d'ailleurs, mais si vous voulez, quand vous plotez la ROC curve, en ordonnée, vous avez le pourcentage de vrais positifs et associé en abscisse au pourcentage de faux positifs. L'idée c'est, par exemple, ce point-là, ce point vert-là, qui coupe la droite horizontale et la courbe verte, c'est, eh bien, pour prédire les 2/3 des crises correctement, combien le SSA fait-il de faux positifs? Et donc, en fait, l'écart entre le point vert, le point rouge et le point orange est très important. Alors, ça aurait pu être ailleurs, on aurait pu prendre un autre seuil, mais bon, c'est le seuil qui est utilisé d'habitude. Et d'ailleurs, on voit que les courbes se comportent pas pareil. Par exemple, au milieu, c'est plutôt le HP qui bat le Bartlett, et puis à la fin, ça peut être l'inverse. Enfin voilà. Ici, la SSA dépasse à peu près sur toute la longueur ses concurrents. Donc, en fait, ces écarts-là, cet écart-là est important. Et justement, le SSA réussit à faire mieux, alors de peu, hein, j'entends, mais réussit quand même à faire mieux que ses opposants pour prédire les 2/3 des crises. C'est-à-dire que pour prédire les 2/3 des crises correctement, c'est-à-dire pour détecter les 2/3 des crises, en tout cas les 2/3 des points qui correspondent soit au moment des crises, soit à des points dans les 3 ans avant, eh ben, elle a besoin de mettre un seuil qui fait qu'elle fait moins de faux négatifs que les autres. Voilà, j'espère que je suis assez clair. Enfin voilà, donc voilà en gros ce que j'ai fait depuis 1 mois et demi. C'était assez lourd intellectuellement, c'était assez lourd sur le long terme en étant confiné de faire ça toute la journée, parce qu'en fait la plupart du temps ça consistait à faire des boucles et à attendre 30 secondes que les boucles aient terminé, donc en n'ayant pas tellement le temps de faire quelque chose d'autre à côté. Donc voilà. Mais donc je vais continuer, et puis voilà, donc voilà le résumé, et maintenant j'attends vos avis, ce que vous en pensez, ce que vous trouvez pas bon aussi, tout simplement, ce que vous pensez est améliorable, est-ce que vous pensez que c'est une bonne piste, je veux dire, est-ce que vous pensez qu'on peut en faire un vrai papier, ou pas. Je pense que quand même, on peut dire que qu'il y a un espèce de lobbying, mine de rien, des tenants de la SSA. Je veux dire, il y a peut-être 30 personnes ou 40 personnes qui font la SSA tout le temps. Et donc, c'est des gens qui peuvent citer, c'est des gens qui peuvent se servir de cette publication pour dire, voilà, la SSA a plein d'avantages, blablabla, et elle a aussi d'autres avantages en temps réel, machin. C'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Je n'ai jamais vu de papier qui dit, voilà, et en plus la SSA est meilleur en temps réel que le filtre habituellement utilisé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appliquent de plus en plus les SSA aux séries économiques et financières, et en particulier où est-ce qu'il est, voilà, ce monsieur Hossein Hassani, qui est donc un Iranien, parce qu'il fait partie de l'école iranienne. Bon, c'est compliqué, il y a plusieurs écoles, mais en gros c'est un petit peu le gros tenant de la SSA, et il est très bon en série économique et financière. Il a fait beaucoup d'études là-dessus. C'est pas pour rien que j'ai pris ce papier. Et justement, il a jamais adapté la SSA en temps réel. Donc, évidemment, l'un des défauts que j'ai, c'est que je connais pas ces gens. Donc, je sais pas. Et si ça se trouve,
il pense que c'est une mauvaise idée ça, ou alors peut-être qu'il trouve que, je sais pas moi, il y a un problème théorique dans ce que je fais, dans le filtre. Enfin bon. En tout cas voilà. Et sur ce, je pense que j'étais assez long déjà, donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Je serai pas à Paris d'ailleurs, et donc voilà, et puis bah je vous dis ben, à la prochaine.